Comment créer un trading rentable? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo en te partageant ma méthode, mon système que je mets en place, que ce soit chez moi-même ou chez mes élèves, et comment je leur permets d'avoir un trading rentable dans lequel ils ont confiance, de la clarté en l'espace de 120 jours, parce que c'est là tout le point qu'on va aborder sur cette vidéo. Je ne vais pas te partager une stratégie que tu vas pouvoir copier-coller, mais je vais bien te partager une méthode, un système complet que tu vas pouvoir répliquer pour pouvoir travailler de ton côté, aller chercher des résultats et créer un trading vraiment dans lequel tu as confiance. Parce qu'aujourd'hui, tu as très probablement consommé énormément de contenu, et je ne doute pas de tes capacités d'analyse et de tes connaissances, mais du cadre que tu y mets. Et le cadre que tu vas mettre sur ton trading est hyper important, ça te permet d'évoluer avec confiance, de savoir exactement ce que tu fais et de mettre des exercices en place, même en fonction des problématiques que tu vas rencontrer. Tout ça, c'est des thèmes qu'on va aborder dans cette vidéo. Reste bien attentif, je vais te partager les 7 étapes qui vont te permettre de concrètement aller chercher un trading rentable. Et dans un dernier temps, on verra également comment scaler un trading et également la psychologie qui fera complètement à part avec une autre vidéo. On va tout de suite, sans plus tarder, passer au vif du sujet. La première étape, ça concerne les phases de marché. ICT, les appels, les impulsions, les renversements, les consolidations, les retracements. Alors c'est vraiment un basique, mais concrètement, je le vois trop peu maîtrisé par beaucoup de traders ICT. Et comme tu peux le voir ici, donc on a une impulsion, retracement, impulsion, consolidation, etc. C'est vraiment les bases, et je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est probablement que tu penses que c'est acquis, mais généralement, on oublie les bases. Ce qui fait un bon trader, c'est ajouter. Ce qui fait qu'un bon trader passe à excellent trader, c'est qu'il est en capacité de maîtriser les bases et de retirer le superflu. Et c'est justement là tout le point essentiel, c'est que les phases de marché sont la base et très souvent on l'oublie. Donc en l'occurrence, comme tu peux le voir, c'est identifier les impulsions, identifier les retracements, ça te permet de créer des fondations sur une compréhension que tu vas pouvoir ensuite retranscrire dans ton exécution. Parce qu'on rentre bien sur des retracements et non sur des impulsions. Et c'est une base que je vois trop peu respectée dans le trading. Une fois que j'ai vu ça, généralement avec un élève, on va tout de suite passer à la compréhension beaucoup plus importante, donc vraiment qui va te permettre d'aller derrière comprendre la majorité des mouvements du prix, donc vraiment la compréhension, l'étape 2. Et ça, c'est une étape qui va durer relativement longtemps parce que c'est vraiment quelque chose qui va se travailler au fil du temps et tu peux même parfois y revenir dans le futur, même une fois ton système créé qui va te permettre de performer. Le biais, pour moi, il y a deux choses. Il y a le range et la target. Vois ça comme un GPS. Quand tu entres une destination, la destination te donne deux choses. Tu as le point A au point B, tu as la distance, et tu as la destination en l'occurrence. Et donc, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de savoir où est-ce que tu travailles et tu as besoin de connaître le target, la direction. Donc en l'occurrence, ce que j'appelle un range, ça va être un point haut et un point bas. Et en l'occurrence, ici, comme tu peux le voir, on prend la dernière impulsion, généralement sur la higher time frame. On va y venir juste après avec la fractalité. Ici, je prends la dernière impulsion, en l'occurrence, on est sur du H1. Comme tu peux le voir, le prix retrace à l'intérieur et ensuite vient chercher le plus bas. Donc, il faut savoir que l'impulsion, la dernière impulsion qu'on prend en tant que range, il y a une règle très importante, c'est le fait que le prix doit absolument venir chercher le plus bas, en l'occurrence, si tu sélectionnes une impulsion baissière. Et à l'inverse, si c'est une impulsion haussière. Dans tous les cas, on va le voir juste ici. Pareil, juste là, on a une impulsion haussière juste ici, et là, on s'attend à ce que le prix revienne chercher le plus haut, et c'est exactement comme ça que tu peux définir une zone de travail. Parce que généralement, ce qui peut t'arriver, c'est que quand tu arrives devant un graphique, tu sais pas exactement où chercher. Tu sais pas exactement où chercher ta zone, chercher tes informations. Et cette zone-là, ce range-là, te permet de le faire. Parce que tu n'as pas besoin de chercher ce qui s'est passé avant, tu n'as pas besoin de chercher quoi que ce soit en amont, simplement de regarder ce que le prix fait à l'intérieur. Ici pareil, une impulsion, comme tu peux le voir, la dernière impulsion, le retracement. Pareil, ici on aurait pu en sélectionner un autre de ici à ici, toujours prendre les points hauts et les points bas, et déjà on a quelque chose de très très propre, c'est-à-dire que tu prends toujours le départ de l'impulsion jusqu'au commencement du retracement, autrement dit de la fin de l'impulsion. Donc tu vois déjà, on arrive à assembler globalement la première étape avec la deuxième, qui est le biais et la compréhension. Ensuite, on va passer à la liquidité. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais survoler les sujets du biais, de la liquidité et de la fractalité, mais c'est totalement voulu. J'y dédierai quelques vidéos qui vont parler de chaque sujet et vraiment rentrer beaucoup plus en profondeur. Je t'inviterai à aller les voir. La liquidité, donc tu as globalement deux types de liquidités, les liquidités internes et les liquidités externes. Ces deux types de liquidités, elles ont leur rôle, il faut les comprendre. Où réagit le prix? Pour moi, déjà, dans un premier temps, pour comprendre le prix, il faut comprendre deux choses. Où réagit le prix? Où il va? Et pour comprendre où il réagit, concrètement, on a plusieurs concepts qui nous permettent de le faire. Moi, personnellement, chez mes élèves ou chez moi-même, j'utilise uniquement les order blocks, les FVG, les FTL ou IFVG si tu as appris ce terme. Le breaker block également, elles ne sont pas indépendantes. Chaque liquidité interne doit être assemblée avec d'autres. Et c'est généralement une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est que tu prends un order block isolé. Ton order block n'a aucun contexte et on ne traite pas un concept, on traite un contexte. Et c'est justement là qu'on va faire intervenir vraiment cette osmose qui va faire qu'on va assembler plusieurs concepts. C'est là qu'on vient vraiment passer un step finalement dans l'assemblage de nos connaissances et le cadre qu'on va y apporter.
Donc, comme tu peux le voir, ici, on a un order block, donc la dernière bougie haussière avant une impulsion baissière, et inversement. Pareil, je dédierai des vidéos complètes à chaque liquidité interne, mais là, je les survole. Donc là, pareil, dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière, ici également, ici également, ici également. Ensuite, le FTL slash IFVG en fonction des termes que tu as appris. Ici, donc, on a bien un FVG d'un côté, FVG baissier. Quand on a ce FVG ici, on a le FVG haussier de l'autre côté. Une fois qu'on a deux, on a un IFVG ou un FTL en fonction du terme que tu connais encore une fois. Ici également, bon, je l'ai noté en jaune, vraiment tout petit. Ici également sur le troisième, et là je t'ai sélectionné aussi des FVG, comme tu peux le voir. Ici donc entre le bas de la première bougie et le haut de la troisième bougie. Donc tu prends vraiment finalement trois bougies distinctes et prendre ce qu'il y a entre les deux. Et c'est ce qu'on va appeler un FVG, ou du coup FTL quand ils se joignent. Ensuite, pour le dernier, les breaker blocks. Ici, on en a un par exemple, et c'est pas compliqué à repérer, mais très souvent je vois énormément d'erreurs, et pareil, j'y dédierai une vidéo complète à propos du breaker block et comment l'interpréter, pourquoi aujourd'hui il y a énormément d'incompréhension à propos de ce concept, et globalement, ce que je peux donner comme conseil, et c'est ce que je dis à mes élèves, c'est tracer à main levée. Tu traces à main levée et tu verras beaucoup mieux si c'est un breaker block ou non, et simplement le faire à main levée, il faut que ça ressemble à ça. C'est-à-dire que tu as une cassure en haut, une cassure en bas, le prix revient dedans, et là on peut chercher à travailler à l'intérieur. Je vais t'en montrer un autre, ici pareil, donc le prix impulsion, retracement, le prix casse le bas ici, et vient casser le haut ici, donc il casse des deux côtés, ce qui lui permet ensuite d'aller chercher une impulsion haussière. Ensuite on va passer donc aux liquidités externes. Ça c'était les liquidités internes, donc je le rappelle, c'est où réagit le prix. Ensuite c'est où va le prix. C'est hyper important d'avoir ces deux facteurs-là, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir un timing d'entrée, d'avoir une bonne exécution, d'avoir une bonne compréhension du marché. On a les anciens high, les anciens lows. Globalement, c'est pas compliqué. C'est tous les high et les lows qui vont se trouver sur le marché qui vont pouvoir être considérés comme de la liquidité. Les trade lines, pareil, c'est pas forcément quelque chose que je vais aborder énormément dans cette vidéo, mais c'est un concept surpuissant que j'utilise dans mon trading et que qui peut vraiment changer quelque chose à ton exécution. Les equal high et les equal low, c'est deux hauts ou deux bas de même niveau, j'ai des exemples juste après, ne t'inquiète pas. Les previous daily low, les previous daily high, haut et bas de session, globalement, encore une fois, tous ces concepts s'assemblent. Ce n'est pas un concept isolé. Donc les trade lines, par exemple ici, on a un très très bel exemple. On a un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, et l'erreur que je vois très souvent avec les trade lines, c'est de prendre déjà deux points de touche, si ce n'est pas une trade line, parce que par définition, une trade line, s'il y avait que deux points de touche, ça, il y en aurait absolument partout. Et en plus de ça, souvent, deuxième erreur que je vois, c'est de prendre des... par exemple, ici, on pourrait en tracer un comme ça. Sauf que le problème avec ça, c'est pareil, il y en aurait absolument partout. Et nous, ce qu'on veut, c'est des trade lines avec des retracements. Donc là, en l'occurrence, tu vois, on a bien un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, quatre mouvements. Donc on a vraiment des mouvements bien distincts entre les plusieurs points de touche, et c'est exactement ça qu'on veut. Ici, les equal high, donc deux hauts de même niveau, deux bas de même niveau, et ça peut être plus que deux, c'est pas forcément absolument deux. Ensuite, on a donc, pareil, previous daily low, previous daily high, très très simple, tu te mets en daily et tu prends les hauts et les bas de bougie précédentes, et simplement, donc là c'est vraiment les trois concepts que j'ai besoin de t'expliquer, parce que celui-ci, c'est simplement des hauts et des bas lambda qui vont être considérés comme de la liquidité. Haut et bas de session, c'est pas bien compliqué non plus. Tu peux aller voir directement sur le site pour regarder les horaires des hauts et bas de session, et ensuite tu as juste à tracer le haut et le bas en fonction des plages horaires. Le dernier pilier, à mon sens, de la compréhension qui va être construite, c'est la fractalité. Et c'est littéralement, pour moi, et je ne rigole pas quand je dis ça, c'est un des piliers les plus oubliés. Et ce qui généralement peut servir de filtre dans la majorité des erreurs que je peux voir sur le marché. On a trois familles de time frame, la higher time frame, la middle time frame et la lower time frame. Elles ont toutes leurs fonctions. C'est-à-dire qu'elles sont toutes distinctes. Il faut simplement connaître leurs fonctions et les utiliser à bon escient. Le HTF, pour moi, je le considère entre le daily et le H1. Le MTF entre le M30 et le M10, et le LTF entre le M5 et le M1. Le LTF sert uniquement à exécuter. C'est une erreur que je vois bien trop souvent, de voir des traders passer énormément de temps sur leur lower time frame en oubliant le contexte. Encore une fois, on trade un contexte et non un concept. Le biais et le range et la zone, on définit uniquement en HTF, c'est pas compliqué, faut que tu définisses la direction où va prendre ton trade, où va réagir le prix et où tu vas pouvoir travailler ensuite. Donc ça va directement rejoindre le range. Le MTF, c'est là que tu vas venir chercher des confirmations. Et le LTF, encore une fois, les exécutions. Les trois timeframes fonctionnent ensemble. Vois chaque timeframe comme un chapitre d'une histoire que tu construis au fur et à mesure de ton analyse. Comme un écrivain qui va introduire doucement son histoire, tu vas comprendre exactement de quel personnage on parle, etc. Et là, du coup,
tu vas pouvoir commencer à construire ton histoire. Et ça, c'est exactement le but de ton HTF. Ensuite, ton MTF, ça va te servir de développer ton histoire, et c'est souvent pareil, une time frame oubliée, parce que souvent, on part du principe que la fractalité fonctionne en 2 étapes, HTF, LTF. Je démystifie ça, personnellement, je pars du principe qu'il y a vraiment 3 niveaux, et ce qui permet finalement d'avoir une exécution bien plus millimétrée. Pour t'identifier ça, pour vraiment que tu comprennes, ici, imaginons qu'on est en HTF, en H4. Ici, nous avons un FTL, un breaker block. Ici, nous avons une réaction à l'intérieur de ce FTL avec ce breaker block, etc. Ok, donc ça c'est intéressant pour nous. Le MTF, hein, il se passe quoi? Il se passe que là, on a donc le FVG, ok, et il faut bien que tu comprennes que ça correspond à ça, ok. Donc c'est vraiment ce qu'on voit ici. Et une fois qu'on est arrivé ici, on voit qu'il y a un breaker block. Sur ce breaker block, on peut voir pareil, une chute vertigineuse ensuite avec ce breaker block aussi, et sur du LTF, on a donc dans ce FVG, on a un breaker block également. En fait, il faut que tu utilises la fractalité pour répéter l'histoire. Et c'est exactement ce que je veux que tu te racontes, c'est qu'à chaque fois que tu changes de time frame, tu vas venir ajouter des informations. Tu vas venir développer les personnages, tu vas venir développer les zones, le biais. Est-ce que tu retrouves des informations qui vont pour ou contre toi? Et à chaque fois que tu changes de time frame, tu es un chercheur. Tu cherches absolument toutes les informations qui peuvent être de ton côté ou contre toi. Une fois que tu as masterisé la compréhension sur l'étape 2, ensuite, on va être sur de l'exécution. Parce que la majorité des gens ne se concentrent pas sur ces piliers, alors que c'est là justement qu'il faut mettre le plus gros focus pour ensuite aller exécuter sur les marchés. Ici, on va parler d'exécution. Et l'exécution, c'est pas bien compliqué, c'est le quand et c'est le où. L'exécution n'est que la conséquence de ton analyse, et c'est pour ça que tout ce qui est en amont, je te l'ai partagé bien avant. Et c'est des choses qu'on a construites, qu'on a pris le temps de construire. Ce n'est pas la phase visible de l'iceberg, il ne te suffit pas de connaître ton modèle d'entrée en LTF et aller simplement exécuter. Encore une fois, histoire versus concept. 2 modèles d'entrée, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, et c'est comme ça que je rentre en lower time frame. Il y a 2 options. Soit il y a le breaker block ici avec le FTL, je rentre sur le FTL avec le SL au-dessus ici, simplement. Et ensuite, 2e modèle d'entrée, c'est avec une liquidité externe qu'on voit vraiment, qu'on remarque à l'œil nu, avec une tradeline juste ici, des equals juste avant, le prix vient prendre la liquidité, il s'en va. C'est vraiment les 2 gros modèles d'entrée que j'utilise, généralement, avec tout ce qu'on a backup sur du MTF et du HTF. Ensuite, une fois qu'on a notre modèle d'exécution, ça c'est des modèles d'exécution par exemple. C'est-à-dire que tu en as plein d'autres et tu peux avoir ton propre modèle d'exécution, mais ce que je t'ai partagé en amont, c'est une lecture du prix. C'est pas une exécution, et encore une fois, ça permet de comprendre tous les aboutissants que peut te montrer le prix et derrière pouvoir exécuter de la meilleure des manières. Ensuite, on va passer à l'étape 4, la pratique. C'est là que tu vas concrètement créer une compréhension qui t'est propre. C'est là que tu vas perfectionner ton œil. Je dis bien que à chaque fois, avec mes élèves, au fur et à mesure qu'on avance ensemble, ils repèrent beaucoup plus vite les choses. Et c'est grâce à la pratique qu'ils mettent en œuvre avec leur prise de notes, leur backtesting. Et à chaque fois d'ailleurs que quelqu'un, tu verras, devient excellent dans un domaine, on appelle ça la pratique délibérée, c'est qu'à chaque fois que tu as retenu quelque chose, j'ai beau te mettre en garde vis-à-vis d'un échec, tu vas devoir faire cet échec pour pouvoir l'apprendre par toi-même. Et c'est totalement normal, et justement c'est là qu'un bon coach vient intervenir, c'est que je ne te dis pas quoi penser, je te dis comment penser. Et justement c'est là que tu développes cet œil, cette technique qui te permet d'avancer tout seul ensuite et d'être autonome. Je ne veux pas créer des élèves qui sont complètement dépendants de moi, mais bien autonomes. Et la prise de notes, le backtesting, c'est 2 moyens, clairement, qui te permettent d'aller chercher ça. Donc au départ, c'est de la prise de notes et du backtesting général qui vont me permettre d'identifier des problématiques potentiellement spécifiques, donc zone invalidée, ton biais qui se fait invalider régulièrement, ton timing, ton exécution. Et là, on va pouvoir mettre du travail spécifique parce que on va pouvoir directement faire le parallèle entre concrètement qu'est-ce que tu es censé travailler et mettre en conséquence de la prise de notes et du backtesting directement. Et c'est là justement qu'on vient travailler et cibler des problématiques plutôt que de simplement laisser couler et de ne pas s'en soucier parce que ça va se répercuter directement sur ta rentabilité, bien évidemment. Ensuite, l'étape 5, c'est le réel. Le réel, je le vois souvent comme une expérience à proprement parler. Généralement, je conseille un petit compte, max 500 euros, parce que les outils du trader derrière vont nous permettre de traquer tout ça sans faire énormément d'erreurs. Et c'est bien pour ça justement que j'offre un suivi avec mes élèves, c'est qu'on essaye de minimiser les erreurs de semaine après semaine pour leur permettre d'avoir une expérience et des fois, en fait, finalement, construire une confiance comme je te l'ai partagé au début de cette vidéo. Pour que ton passage en réel se passe bien, tu as 3 choses. Ces 3 outils sont indispensables à tout trader qui se respecte. Le journal de trading, le calculateur de l'eau, le plan de trading, personnalisé encore une fois. Ça veut dire que ton réel va te permettre de construire ce plan de trading. Et c'est justement là tout l'objectif. Parce que tout le monde ne va pas avoir le même profil vis-à-vis du risque, vis-à-vis du capital de démarrage. Il y a énormément, globalement, de paramètres, vis-à-vis de la psychologie également,
qui vont pouvoir influencer le plan de trading et comment on va le construire. S'il t'en manque un ou plusieurs, envoie-moi un message sur Instagram, je me ferai un plaisir de te les partager, que ce soit le journal de trading, le calculateur de l'eau ou le plan de trading. Ensuite, on va voir l'étape 6. L'étape 6, c'est le feedback, c'est la data. Et concrètement, comment on peut acquérir tout ça? C'est le journaling. Construire un plan sur mesure qui va te permettre de concrètement comprendre comment tu fonctionnes. Un plan peut évoluer dans le temps, et c'est justement là toute la différence, c'est que ta stratégie, donc ton niveau technique va logiquement s'améliorer, il ne va pas changer, mais il va bien s'améliorer. Et c'est deux distinctions très importantes, parce que une fois que tu vas vivre un losing streak, ce que je vois chez beaucoup de traders, c'est de changer un paramètre. Généralement, ça marche très rarement, parce qu'on améliore ce qu'on a déjà, plutôt que de changer. Et pour que ton plan puisse évoluer dans le temps, bah, on va faire en fonction des problématiques. Ta tolérance au risque, ton capital émotionnel, parfois tu vas peut-être vivre des situations un peu plus stressantes dans ta vie perso, et c'est totalement normal, il va falloir que tu arrives à t'analyser. Erreur récurrente, ton capital, ton expérience, est-ce que tu as tendance à prendre beaucoup de trades? Est-ce que tu as tendance à être peureux quand c'est le moment d'exécuter? Ça peut arriver, j'ai déjà eu des élèves où c'était le cas. Les exemples. Les profils avec une tolérance au risque élevée vont sans problème pouvoir risquer jusqu'à 3% en fonds propres. C'était pas du tout un problème. J'ai même des élèves d'ailleurs qui risquent plus. Et c'est pour ça qu'on peut faire vraiment de belles performances en fonds propres et qu'il n'y a pas forcément besoin de diriger vers les propres firmes. Et donc, c'est plus inadapté aux propres firmes. Il serait préférable d'exploiter sa tolérance au risque en fonds propres. Ça dépend. Des profils très conservateurs qui vont prendre peu de trades. J'en ai certains aussi chez mes élèves. Mais du coup, je leur recommande de passer sur une propre firme. 3 trades par semaine maximum, 3% de risque par trade, 30 minutes max par jour devant un graphique. C'est des solutions très simples que tu peux dès aujourd'hui appliquer dans ton trading parce que ça marche globalement avec tout le monde, après à spécifier en fonction des problématiques, mais généralement dans la majorité des cas, ça permet de régler énormément de problèmes. On était donc à l'étape 6, là maintenant on va voir l'étape 7, concrètement, comment scaler un capital. J'y dédierai encore une fois une vidéo complète, là je ne vais pas partager une stratégie de scaling, mais je vais simplement expliquer comment et pourquoi choisir soit fonds propres, soit les propres firmes, et les avantages et les inconvénients. Les deux ont leur avantage. Les propres firmes ne sont pas un raccourci, c'est un outil pour scaler, mais malheureusement mal utilisé par la majorité. Les propres firmes, à mon sens, c'est un excellent outil, uniquement si tu as une confiance absolue en ton trading. Si tu n'es pas rentable en fonds propres, sur un compte à 500 €, tu ne le seras pas sur une propre firme. La propre firme est là pour scaler et pas pour créer un trading. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir rentable avec une propre firme, tu le deviens d'abord en amont. La propre firme va te permettre de scaler. Et oui, va te permettre d'avoir des revenus plus importants au bout de X mois. Et c'est justement là toute la distinction. Pour moi, les prérequis minimum à avoir quand tu passes sur une propre firme, c'est plus de 2 mois de rentabilité si tu as le profil adapté. Ou alors on adapte ton plan de trading et on cherche des solutions. Comment scaler un compte propre? Et ça, c'est vraiment une bonne question parce que 3 trades max par semaine, comme je te l'ai dit, 3% de risque par trade, 1 heure max par jour sur un graphique, un trade max par jour. L'idée, c'est de se concentrer sur des opportunités très qualitatives. Actualiser le risque en fonction de l'évolution du capital chaque semaine et non pas chaque jour, parce que tu peux cramer les profits de la semaine simplement en actualisant ton risque vis-à-vis de ton capital. Donc, le mieux à faire, c'est simplement d'actualiser le risque en fonction de la semaine. Plus 5 heures par mois pendant un an avec 3% de risque. Je le rappelle, en démarrant avec 1 000 €, tu arrives à 11 642 € en un an. Ne néglige jamais la puissance des intérêts composés en fonds propres. Généralement, on voit des performances monstrueuses, on va faire beaucoup d'argent sur la première année de rentabilité, mais tu peux totalement atteindre des chiffres qui vont te permettre, oui, d'aller chercher des revenus simplement avec un fonds propre où tu démarres à 500 ou 1 000 €. Et c'est justement là qu'il faut démystifier le fait que, bah oui, 5 heures par mois, c'est également largement atteignable avec ICT si tu as une très bonne stratégie, une bonne compréhension du marché et que tu as travaillé en amont. Globalement, on va arriver au terme de cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur, t'apporter vraiment un système qui va te permettre d'évoluer dans les meilleures conditions possibles. Si jamais tu rencontres des problématiques et que t'en es ici sur cette vidéo, c'est probablement que j'ai pu t'apporter de la valeur. Si jamais tu veux réserver un appel avec moi, je te laisse regarder en description ou directement m'envoyer un message sur Instagram. Je prendrai le temps avec toi lors d'un appel de vraiment comprendre ta situation et d'essayer de te fournir les solutions adaptées. Si je peux t'aider et que je suis en capacité de le faire, on essaiera de trouver les solutions ensemble pour que je puisse te les délivrer à la fin de l'appel. Et si ce n'est pas le cas, si je suis pas en capacité de t'aider, je te le dirai également. Sur ce, on se dit à la prochaine, c'était Joris.